4 usines ultra secrètes, 1 milliard de dollars investis. Et si la Biélorussie s'apprêtait à bouleverser l'OTAN juste à ses frontières? Ce que beaucoup tenaient pour un fantasme devient réalité. L'ancien satellite soviétique, allié indéfectible de Moscou, lance le projet militaire le plus audacieux de son histoire récente. Dans une discrétion totale, Minsk engage un investissement colossal. 1 milliard de dollars pour produire, sur son propre territoire, des millions de munitions d'artillerie aux standards russes. Fini la dépendance aux chaînes logistiques occidentales, fini le risque des embargos européens ou américains. Ici, la souveraineté industrielle prend la forme de 4 usines flambant neuves, chacune spécialisée, chacune autonome. Dès l'année 2026, ces sites garantiront une autonomie quasi totale à la Biélorussie et à la Russie. Le premier ouvrira dans moins de 2 ans. Les 3 autres suivront, formant un complexe capable d'inonder l'Europe de l'Est de projectiles made in Belarus. Pour les experts, la capacité totale pourrait atteindre la moitié de la production annuelle de l'OTAN. Un chiffre qui fait frémir les stratèges occidentaux, c'est un bouleversement que l'Europe de l'Est n'a pas connu depuis la fin de la guerre froide. À Varsovie, le général Jarosław Miko, chef des forces terrestres polonaises, monte au créneau et exige une réunion de crise à l'OTAN. À Bruxelles, l'état-major atlantique dénonce une menace directe, une déstabilisation inédite. Mais à Minsk, la réponse fuse. Pour la Biélorussie comme pour Moscou, l'indignation occidentale cache une hypocrisie éclatante. Comment dénoncer la souveraineté industrielle d'un pays alors que l'Occident finance à coups de centaines de milliards l'effort de guerre ukrainien et livre chaque année des millions de munitions? Ce projet n'est pas une simple provocation. C'est un pari sur l'indépendance militaire, une réponse assumée à la pression des sanctions. Derrière ces usines, c'est l'avenir de la sécurité en Europe de l'Est qui se joue. Pensez-vous que ces choix industriels n'impactent que la Biélorussie? Détrompez-vous. C'est l'équilibre régional tout entier qui vacille, entre alliances, tensions et jeux d'influence. Qui détiendra demain les clés de la sécurité collective, l'argent investi dans l'industrie locale, les réseaux mondiaux d'armement ou cette capacité à résister par soi-même? Pour comprendre cette situation, il faut revenir en arrière et observer l'évolution de la Biélorussie sur le plan militaire. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, de nombreux pays d'Europe de l'Est se sont retrouvés confrontés à une réalité nouvelle, la nécessité de redéfinir leur politique de défense. Certaines nations, comme la Pologne, se sont rapidement rapprochées de l'OTAN et de l'Union européenne, cherchant à moderniser leurs armées avec l'aide occidentale. D'autres, à l'image de la Biélorussie, sont restés dans l'orbite de Moscou, héritant d'un arsenal soviétique conséquent mais vieillissant. Pendant près de 3 décennies, la Biélorussie a vécu dans l'ombre de la Russie, dépendante de ses livraisons d'armes, de pièces détachées et de technologies. Cette situation n'était pas sans rappeler la dépendance de la France à l'égard de l'industrie britannique pendant la Première Guerre mondiale, lorsque des millions d'obus et de fusils étaient importés d'outre-Manche pour soutenir l'effort national. À chaque crise, à chaque tension diplomatique, Minsk se retrouvait vulnérable, incapable de garantir seul sa sécurité militaire. Un exemple frappant, lors de la crise ukrainienne de 2014, les sanctions occidentales contre la Russie ont eu des répercussions directes sur la Biélorussie. Les chaînes logistiques sont perturbées, certains équipements essentiels tardent à arriver, mettant à nu la fragilité du système. C'est dans ce contexte que les autorités biélorusses prennent conscience de l'urgence de diversifier leurs sources d'approvisionnement et de développer une industrie militaire propre. Cette prise de conscience mène en 2018 à l'inauguration de la première usine nationale de cartouches à proximité de Brest. Cette étape, souvent passée sous silence par les médias internationaux, marque le début d'une nouvelle ère. Désormais, Minsk entend ne plus jouer le rôle du simple relais logistique, mais devenir un acteur à part entière de la sécurité régionale. Cependant, la route est longue. Les obstacles sont nombreux. Manque d'expertise locale, nécessité d'acquérir des machines de pointe, pression internationale pour limiter tout rapprochement militaire avec Moscou. Malgré cela, la Biélorussie avance, profitant de l'expérience russe et du transfert de technologies, tout en adaptant ses infrastructures aux normes modernes. En 2023, le président Alexandre Loukachenko annonce publiquement une stratégie de souveraineté industrielle ambitieuse. Ce n'est plus seulement une question d'équipement, mais de survie nationale. Il s'agit de garantir que, même en cas d'isolement total, le pays puisse continuer à se défendre et à soutenir ses alliés. Pour illustrer cette démarche, rappelons un épisode historique. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique a déplacé des centaines d'usines à l'est de l'Oural pour échapper aux bombardements nazis.
Ce transfert massif a permis de maintenir la production de chars, d'avions et de munitions, assurant la victoire sur le front de l'Est. En s'inspirant de ce modèle, la Biélorussie cherche aujourd'hui à bâtir une industrie résiliente, capable de résister à toutes les formes de pression extérieure. Le projet actuel, évalué à près d'1 milliard de dollars, s'inscrit dans cette logique. Il ne s'agit pas d'une simple modernisation, mais d'une refondation complète du secteur militaire. 4 usines distinctes, chacune spécialisée dans une étape clé du processus de fabrication, vont voir le jour dans différentes régions du pays. Ce choix de dispersion géographique n'est pas anodin. Il vise à limiter les risques en cas de sabotage, d'attaque ou de catastrophe naturelle. La première usine, considérée comme le cœur du dispositif, sera chargée de la fabrication des corps métalliques des obus et des mines. Ce processus, qui requiert une maîtrise parfaite de la métallurgie, s'appuiera sur l'acier local, transformé selon des procédés inspirés des standards russes mais adaptés aux contraintes biélorusses. Pour illustrer l'importance de cette étape, rappelons que pendant la Première Guerre mondiale, la pénurie d'acier a paralysé la production d'obus en Allemagne, contribuant à l'échec de sa stratégie d'offensive. La deuxième usine, placée sous haute surveillance, sera dédiée à la production d'explosifs. Trinitrotoluène, exogène, mélanges spéciaux. Chaque composant sera synthétisé sur place, sous le contrôle d'experts formés en Russie et en Biélorussie. Cette autonomie chimique est cruciale. En 2020, la Turquie a souffert d'un embargo sur certains composants chimiques, ralentissant la production de ses drones Bayraktar. La Biélorussie veut éviter ce piège. La troisième usine incarnera le cerveau du complexe. Elle produira les systèmes de mise à feu, détonateurs, dispositifs de temporisation et de télécommande. Conçus pour s'adapter aussi bien aux normes soviétiques qu'aux évolutions technologiques récentes, ces systèmes garantiront la compatibilité avec l'artillerie russe et biélorusse. Un détail souvent ignoré, lors du conflit du Haut-Karabakh en 2020, l'absence de certains types de détonateurs a limité l'efficacité des munitions arméniennes. Minsk entend ne laisser aucune faille. Enfin, la quatrième usine assurera l'assemblage final. Ici, explosifs, coques et détonateurs seront réunis, chaque obus sera testé, marqué, conditionné, puis expédié vers les dépôts militaires. Cette chaîne intégrée, du minerai local à l'obus prêt à l'emploi, s'inspire du modèle cycle fermé, qui a fait la force de l'industrie soviétique durant la guerre froide. Chaque usine sera autonome, mais toutes fonctionneront de concert, reliées par un système logistique interne hautement sécurisé. Pour prévenir les risques d'espionnage industriel, les autorités ont mis en place des protocoles de contrôle dignes des installations nucléaires, accès restreint, surveillance électronique, rotation des équipes, audits réguliers. La capacité annuelle annoncée dépasse plusieurs millions d'obus, ce qui représente environ la moitié de la production actuelle de l'OTAN en munitions conventionnelles. Pour donner une idée concrète, cela reviendrait à produire chaque mois l'équivalent de ce que l'Allemagne a expédié à l'Ukraine depuis le début du conflit. Cette cadence, maintenue même sous embargo, garantit que la Biélorussie et la Russie ne seront plus jamais prises au dépourvu. Ce modèle d'autarcie industrielle n'est pas nouveau dans l'histoire. Pendant la guerre d'Algérie, la France a dû improviser une industrie de l'armement clandestine pour contourner les embargos internationaux. Aujourd'hui, la Biélorussie applique la même logique, mais à une échelle inédite, combinant savoir-faire russe, ressources locales et innovation technologique. Mais un tel projet ne va pas sans susciter de profondes inquiétudes chez les voisins européens. À Varsovie, l'annonce de l'ouverture prochaine des usines a été accueillie par l'organisation immédiate d'exercices militaires près de la frontière biélorusse. Des simulations d'attaques sur sites industriels ont été menées, des plans d'évacuation ont été actualisés et la population locale a été sensibilisée aux risques potentiels d'escalade. À Bruxelles, le siège de l'OTAN est en ébullition. Les états-majors se réunissent fréquemment pour évaluer la menace, élaborer des scénarios de riposte et renforcer la coordination entre les membres. Des groupes de travail spécialisés ont été créés pour analyser la capacité de production biélorusse, identifier d'éventuelles failles dans la chaîne logistique et anticiper les conséquences d'un afflux massif de munitions sur le front oriental. Les services de renseignement occidentaux, quant à eux, multiplient les opérations de surveillance. Satellites, drones, agents infiltrés, tout est mis en œuvre pour collecter des informations sur l'avancée des travaux, la nature des équipements importés, le profil des ingénieurs impliqués. Certains rapports évoquent la présence de consultants nord-coréens ou iraniens venus partager leur expertise en matière d'industrie sous embargo. Mais malgré ces efforts, l'avantage biélorusse semble se consolider.
En misant sur l'autonomie totale, Minsk s'affranchit des pressions extérieures tout en offrant à la Russie un allié fiable et résilient. Cette dynamique rappelle celle de l'Afrique du Sud durant l'apartheid, lorsque le pays, isolé sur la scène internationale, a su développer une industrie militaire puissante, capable de produire chars, avions et missiles en dépit des sanctions. Face à cette montée en puissance, l'OTAN se trouve confrontée à plusieurs dilemmes stratégiques. Doit-elle accentuer la pression sur Minsk au risque de pousser la Biélorussie dans les bras de la Russie ? Faut-il renforcer la présence militaire sur le flanc oriental ou privilégier la diplomatie et la négociation ? Ces questions, loin d'être théoriques, sont débattues au plus haut niveau, chaque option comportant ses risques et ses incertitudes. La situation actuelle met également en lumière les limites du système de sanctions. Depuis 2014, l'Union européenne et les États-Unis ont multiplié les mesures restrictives contre la Russie et ses alliés. Mais à force de pousser ces pays dans leur retranchement, l'Occident a involontairement accéléré leur quête d'autonomie. L'exemple biélorusse montre que l'effet boomerang est bien réel. Plus les sanctions s'intensifient, plus les pays visés investissent dans leur propre industrie, réduisant d'autant leur vulnérabilité. Pour donner un exemple concret, rappelons le cas de l'Iran. Face à l'embargo sur les pièces détachées aéronautiques, Téhéran a développé ses propres chaînes de production, parvenant à maintenir en état de vol une flotte d'avions vieille de plusieurs décennies. Aujourd'hui, la Biélorussie s'inspire de cette stratégie, mais en y ajoutant le soutien technologique russe, ce qui lui confère un avantage indéniable. Les réactions européennes oscillent entre inquiétude et fatalisme. Certains responsables politiques polonais plaident pour un renforcement massif de la défense, évoquant la création d'une ligne Maginot modernisée à la frontière biélorusse. D'autres, en Allemagne ou en France, mettent en avant la nécessité d'un dialogue avec Minsk, estimant qu'une confrontation directe serait contre-productive. Mais derrière les discours officiels, une réalité s'impose. Le temps joue en faveur de la Biélorussie. À mesure que les usines montent en puissance, la dépendance de Moscou envers ses alliés occidentaux s'amenuise. Cette évolution pourrait à terme bouleverser l'équilibre des forces en Europe de l'Est, forçant l'OTAN à repenser sa stratégie. Dans ce contexte tendu, chaque incident, chaque accrochage à la frontière peut servir de prétexte à une escalade. Un scénario plausible, une livraison de munitions biélorusses interceptée par les forces polonaises, suivie de représailles économiques, puis d'une mobilisation partielle des deux côtés. Ce type de crise, déjà observé lors de la guerre du Donbass, pourrait rapidement dégénérer, impliquant des acteurs extérieurs et mettant à l'épreuve la solidité des alliances. Pour prévenir de tels risques, certains experts recommandent la création de mécanismes de dialogue permanent entre l'OTAN, la Russie et la Biélorussie. Des plateformes d'échange d'informations, des canaux diplomatiques dédiés et des exercices conjoints de gestion de crise pourraient permettre de désamorcer les tensions avant qu'elles ne dégénèrent. Mais la réalité du terrain demeure. Tant que la Biélorussie poursuivra sa stratégie d'autonomie industrielle, l'OTAN devra composer avec un voisin imprévisible, capable de bouleverser les équilibres régionaux en un temps record. Pour illustrer ce défi, rappelons l'exemple de la Corée du Nord, qui, malgré son isolement, a su développer un arsenal nucléaire et balistique, forçant les grandes puissances à accepter un statu quo inconfortable. Au-delà des aspects de militaire, le projet biélorusse soulève aussi des questions économiques majeures. Le financement d'1 milliard de dollars, équivalent au budget annuel de défense d'un pays comme la Hongrie, repose en partie sur des fonds d'origine mystérieuse. Certains analystes évoquent le soutien discret de banques russes, d'investisseurs chinois ou de réseaux financiers offshore. Cette opacité alimente les spéculations et renforce la méfiance des partenaires occidentaux. Pour la population biélorusse, l'impact est double. D'un côté, la création de milliers d'emplois dans les régions concernées, la modernisation des infrastructures et l'afflux de devises constituent des atouts indéniables. De l'autre, la militarisation accrue du pays, la surveillance renforcée et la crainte d'une escalade régionale suscitent des interrogations, voire des oppositions discrètes. Des scénarios alternatifs sont d'ailleurs étudiés par certains groupes d'opposition. Que se passerait-il si une partie de la production était détournée vers des marchés parallèles, alimentant des conflits en Afrique ou au Moyen-Orient ? Cette hypothèse, bien que marginale, rappelle le précédent de la Bulgarie dans les années 90, lorsque des stocks d'armes ont inondé les zones de guerre post-soviétiques. Pour éviter de telles dérives, Minsk a annoncé la mise en place de mécanismes de traçabilité renforcés, avec marquage électronique des munitions et audits réguliers par des organismes indépendants. Reste à savoir si ces mesures suffiront à rassurer la communauté internationale.
En somme, le projet industriel biélorusse marque un tournant historique pour l'ensemble de la région. Il pose des questions fondamentales sur la souveraineté, la sécurité et la résilience face aux crises. Plus qu'une simple initiative militaire, il incarne une volonté farouche de s'émanciper des tutelles, de s'affirmer comme acteur à part entière sur l'échiquier européen. Pour l'OTAN, le défi est de taille. Il ne s'agit plus seulement de dissuader ou de contenir, mais de repenser en profondeur la notion même de sécurité collective. Peut-on garantir la paix en Europe de l'Est sans prendre en compte les aspirations des nations à l'autonomie? Faut-il privilégier la confrontation ou le dialogue? Ces interrogations, loin d'être théoriques, détermineront l'avenir du continent pour les décennies à venir. En guise de conclusion, rappelons que l'histoire regorge d'exemples où la maîtrise industrielle a fait basculer le destin des nations. De la révolution industrielle britannique au miracle économique japonais, en passant par la reconstruction allemande d'après-guerre, c'est souvent dans les ateliers, les usines et les laboratoires que se sont jouées les grandes batailles de la modernité. Aujourd'hui, la Biélorussie entend écrire sa propre page en misant sur l'innovation, la résilience et la coopération avec ses alliés naturels. Reste à savoir si ce pari audacieux portera ses fruits ou s'il précipitera la région dans une nouvelle ère d'incertitude. Mais une chose est sûre, la question de la souveraineté industrielle est désormais au cœur du débat sur la sécurité européenne. Elle oblige chaque nation à s'interroger sur ses choix, ses priorités et sur sa capacité à résister aux tempêtes à venir. La prochaine fois que l'on parlera de menaces, de stabilité ou de paix en Europe de l'Est, souvenez-vous, ce sont souvent les chaînes de montage, bien plus que les discours officiels, qui détiennent la clé du futur. Alors qui, demain, façonnera réellement l'équilibre des forces sur le continent? Ceux qui possèdent les usines, les savoir-faire et la détermination d'aller jusqu'au bout de leur souveraineté, ou ceux qui comptent sur des alliances fragiles, des sanctions et des promesses lointaines. Le chantier biélorusse, à 100 km des frontières de l'Union européenne, incarne ce dilemme. Il nous rappelle que la sécurité ne se décrète pas. Elle se construit jour après jour, dans l'ombre des hauts fourneaux et des chaînes d'assemblage. À vous de juger, sommes-nous prêts à relever ce défi, ou laisserons-nous l'histoire se répéter ?